Salut. Bonjour Eugénie, bonjour Patrick. En titre de préambule, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous vous présenter succinctement et nous parler de votre parcours, s'il vous plaît? Vas-y, Eugénie, commence. Mon parcours, j'ai fait plusieurs stages et écoles de théâtre. J'ai pas eu une formation de 3 ans dans une seule école et ensuite j'ai commencé à travailler. Voilà, et j'ai commencé par faire les Talents Canadami. D'ailleurs, Patrick, je crois, qu'a réalisé, même je suis sûre, un court-métrage qui s'appelle La Station et qui… C'était pas avec toi. Non, c'était pas avec moi, mais je l'ai vu et… Tu l'as vu? Mais où est-ce qu'on peut te voir, Eugénie, à part dans le calendrier? Ah, Oui, bonne question. dans une série qui s'appelle Paris Police 1900. Ok. Voilà. C'est sur quelle chaîne, ça? Canal+. Ah oui, carrément, tu joues sur Canal. Oui, bon, donc tout le monde te connaît, quoi. Voilà, Et à toi. toi, Patrick? Eh bien, moi, donc, je m'appelle Patrick Ridremont, je viens de Belgique. C'est mon deuxième film en tant que réalisateur et j'ai joué aussi dans des films que ton public a peut-être vu. J'ai fait le voisin de Danny Boone dans Radin. Je suis le voisin avec les 5 gosses. Je fais aussi, ça, beaucoup de monde a vu ce film qui s'appelle Rebelle avec Cécile Lefrance. Elle travaille dans une poissonnerie. Je suis le contremaître dans la poissonnerie. C'est elle qui me coupe le sgeg. Et après, ils me broient et me mettent dans des sardines. J'ai joué aussi dans des séries sur TF1 qui s'appelait Emma. Je faisais un flic et ma partenaire était un robot. Voilà, je fais quelques trucs. J'ai fait des mariages, j'ai fait des divorces, j'ai fait des trucs. Et là, le calendrier, c'est mon deuxième film comme réalisateur et c'est un film d'horreur. Le calendrier, C'était succinct, hein. le calendrier est à nos yeux un excellent thriller horrifique, angoissant, qui fonctionne à merveille sans aucun temps mort. Nous avons pu le découvrir avant de sortir en salle le 1er décembre, qui sortira en salle le 1er décembre prochain. Il s'agit de votre second film après Dead Man Talking en 2012. Pouvez-vous nous parler un peu de la genèse de ce film? Alors, l'idée, avant de faire ce film d'horreur, j'étais parti sur une comédie un peu grand public avec des acteurs bankable, stars, dont les agendas étaient absolument impossibles à matcher, avec des prétentions financières qui commençaient Bref, chaque acteur coûtait le prix de 2 films. Et donc, je me suis dit, oh, il y en a marre, faisons un film avec des acteurs qui croient vraiment au projet, à savoir un film d'horreur avec des acteurs plus jeunes qui veulent aller au feu, des guerriers, des guerrières. Et c'est là que l'idée d'écrire un film de genre est arrivée. Ensuite, il a fallu, au-delà du film de genre, savoir qu'est-ce qu'on allait raconter comme histoire. Le calendrier de l'Avent s'est un peu imposé parce que je réfléchissais, on était en pleine période de Noël et je trouvais que tout le monde s'éclatait avec Noël, avec des choses good mood et tout le monde était de bonne humeur. Je me suis dit, tiens, c'est parfait un film d'horreur à Noël, pas du tout good mood, pas du tout bonne humeur. Mettons du sang à la place du givre sur le sapin. Et puis après, à l'intérieur de ce calendrier de l'Avent, j'ai commencé à raconter une histoire. Il fallait 24 fenêtres, 24 bonbons et qu'est-ce qui arrive? Et ben voilà, ça c'est après, c'était la partie la plus longue, c'est écrire le scénario. Mais pour résumer, c'est un peu ça. Pourquoi ne pas prendre le contre-pied des films, des comédies romantiques qu'on a l'habitude de voir à Noël pour faire un film d'horreur? Eugénie, le personnage que vous incarnez, Eva, est une jeune ancienne danseuse qui, suite à un accident, est devenue paraplégique, qui va se retrouver à faire face à des événements surnaturels. Pouvez-vous nous parler de votre approche de ce personnage et quels points communs vous avez avec elle? Alors, l'approche avec ce personnage, déjà, quand j'ai lu le scénario, j'ai été séduite complètement par le personnage d'Eva. J'avais une sorte d'admiration pour elle. Voilà, d'avoir incarné cette femme, c'est une battante, quoi, qui se bat contre son handicap chaque jour. Et mon point commun avec elle peut être la volonté de relever des défis et peut-être sa sensibilité. C'est vrai. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Patrick, Il y a j'ai trouvé quelque chose, votre… effectivement, de point commun entre Génie et son personnage. C'est qu'elles ont l'air fragiles comme ça, mais confiez-leur un flingue, un couteau, un chien ou des choses potentiellement létales et vous allez voir que vous avez affaire à une espèce de badass, effectivement. Donc, sous l'espèce de pelure un peu fragile, il y a quand même des femmes qui se battent. C'est ton cas aussi. Mais quand on est comédienne, c'est fatalement le cas. C'est toujours le cas. Patrick, j'ai trouvé votre film passionnant par le grand soin apporté sur le son et qui a créé une réelle immersion dans ce film et renforce ainsi notre adhésion. Pouvez-vous approcher cet élément important de votre film et quelles difficultés avez-vous rencontrées? Alors, ça me fait super plaisir que tu dises ça. D'autant plus que je vais, moi, te poser une question. C'est, tu l'as vu sur quel support, toi, ce film? Tu l'as vu Je l'ai où? vu en vidéo. Je l'ai Et vu tu en… vois, et donc déjà, le son en vidéo fonctionne. Alors, imagine en salle. Et c'est pour ça que pour moi,
il était super important de se battre pour que le film sorte en salle, même avec un an de retard, Tout à parce que fait. le son, putain, il en jette. Il y a un travail qui a été fait là-dessus au niveau de la composition de la musique, du sound Yes. design, les voix. C'est un film français avec des acteurs français, mais qu'on entend et qu'on comprend. C'est quand même quelque chose. Et donc, tout a été fait pour que le son, c'est presque un spectacle de son et lumière à l'américaine, un peu grandiose. Et ça me fait super plaisir que cette question soit un peu une confirmation de ce qu'on a voulu y apporter. Donc, évidemment, c'est un soin énorme de tous les instants. C'est beaucoup de temps, c'est de l'argent, c'est plus de temps que d'argent. Je dis ça parce qu'on n'avait pas énormément d'argent non plus. On en avait, mais on savait qu'on ne pouvait pas mettre des millions dans le sound design. Mais tout a été fait avec beaucoup de sérieux. Et voilà, j'ai oublié la question parce que j'ai été très, très heureux d'entendre qu'on avait mis le point, qu'on avait mis un petit accent sur le fait que c'était du son et de l'image de qualité. Donc, c'était quoi la question exactement? Vraiment, Excuse-moi. vous avez répondu à l'instant, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? Et en même temps, c'était pour vous féliciter pour le grand travail sur le son, qui vraiment donne au film une certaine approche, une certaine immersion pour le public. Franchement, Eh ben, il j'adore. n'y a eu aucune difficulté. Il n'y a aucune difficulté. Je pense que par moment, il y a une forme de paresse, mais c'est pas compliqué en Belgique ou même dans le cinéma, de manière générale, de convaincre des ingénieurs du son que l'on veut la meilleure prise de son possible. C'est pas compliqué de convaincre un compositeur de musique qu'on veut la meilleure musique possible. C'est pas difficile de convaincre les ingénieurs du son qui vont faire le sound design, qui peuvent lâcher les chevaux, qu'on veut faire des films où il y a des sons tout le temps, où les basses sont importantes, où on veut que les gens aient du son dans les oreilles, ils en ont un peu dans les tripes. En fait, ce qu'il faut, c'est dire à chacun, vous avez carte blanche, vous avez un green light, allez-y, amusez-vous. Moi, mon rôle, c'est non pas de vous brimer, mais de vous dire que le ciel n'est même pas la limite. Et une fois que tous les gens qui travaillent sur le son et l'image ont compris ça, eh ben vous avez le calendrier avec des images what the fuck, des comédiens terribles qu'on a lâchés, avec un son. On se dit, mais non de Dieu, mais quel soin ont-ils apporté à ça? C'est vrai qu'on l'a fait et ça n'a pas été compliqué en fait. Il suffit de dire à chacun, faites votre métier. Eugénie, pouvez-vous nous parler de votre préparation physique relative à votre personnage? Vous le rendez fortement réaliste et vous renforcez ainsi notre adhésion. Avez-vous fait un peu de sport, faire des recherches pour votre Oui, oui, handicap oui, dans j'ai le fait film, par beaucoup de exemple? sport. Enfin, après, j'ai pas eu beaucoup de temps avant le film, mais comme le tournage était quand même assez dense, j'ai couru beaucoup, j'ai fait de la musculation parce que j'utilise que la force de mes bras et même à l'image, il fallait quand même pas que j'ai des bras quand même assez dessinés. Mm. Euh, euh, et j'ai eu la chance de rencontrer Lara, qui était là pour me coacher tout au long du tournage, qui m'a appris les bons mouvements. Lara qui est paraplégique, en fait, Voilà, comme le personnage voilà, de Génie. depuis D'accord. une dizaine Ok. d'années et qui m'a montré, qui a été là, qui a été d'un soutien. Ouais. Mais c'est-à-dire que les paraplégiques, voyant le film, ça quand même, on parle quand même aussi du handicap, il y a une part sociale dans ce film. C'est quand même aussi un peu la revanche des gens avec handicap Mm. sur le destin, sur la fatalité. Et c'est quand même très agréable de voir que c'est une chaisarde, une nana qui se balade avec une charrette. Voilà, et de toute façon, tout de suite, quand je me suis retrouvée sur ce fauteuil roulant, assise, pas au même niveau que les autres personnes, enfin, c'était comme si j'étais tout de suite, j'étais enchaînée quoi, à mon fauteuil. Quoi. Ça devenait. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Ça devenait presque une. Bah, c'était l'extrapolation, c'était le bas de son corps, c'était ce fauteuil. Et on a beaucoup tourné des plans très réalistes sur la manière de se déplacer, etc. Ouais. On n'en a pas laissé trop à l'écran parce que ça ne raconte pas que ça. Ça n'est pas non plus un film de Ken Loach ou des Frères Dardenne. Ça reste un film d'horreur, un film fantastique. Mais je sais que Lara, la coach, nous a dit qu'à un moment donné, Eugénie se comportait dans sa chaise comme se comportent des paraplégiques dans leur chaise. Les mêmes petits mouvements de se remettre un petit peu droite, etc. Elle avait acquis tout ça et c'était très important pour moi, pour elle, pour la crédibilité du film et du personnage. Il ne faudrait pas que les paraplégiques aillent voir les films en disant les gars, ça n'a rien à voir avec notre réalité. Ça a un rapport avec la réalité. Patrick, que pouvez-vous nous dire sur les lieux de tournage de ce film? Tout a été tourné à Bruxelles pour la Ok. plupart. Ce sont des lieux de tournage. Il faut toujours trouver des endroits où sexy, ça fait partie du même processus que le son et l'image. On doit pouvoir, les gens doivent pouvoir se dire, putain, ça a de la gueule, leur gratte-ciel, il est haut. On a tourné un plan au-dessus d'un hôtel. Il y a des gratte-ciels qui ont l'air hauts. On dirait que c'est filmé dans des villes énormes. Mais c'est Bruxelles, qui n'est pas énorme. Donc, il y a un vrai casting aussi pour les lieux, ce qu'on appelle du repérage. Et on l'a fait avec beaucoup, beaucoup de soin.
Il faut qu'ils aient de la gueule à l'écran et puis qu'ils fonctionnent bien. Il faut qu'on s'y sente à l'aise. La partie la plus difficile, c'était la maison dans laquelle vivait Eva. C'est quand même un endroit où on a passé 9 jours de tournage. Il fallait que l'on puisse mettre toute une équipe dedans. Il fallait que ce soit pratique pour un personnage vivant en chaise, que ce soit réaliste. Et voilà. Et donc, c'est une partie très importante du boulot. Mais tout a été tourné exclusivement en Belgique. Eugénie, quelle était la scène la plus difficile pour vous à jouer dans ce film? Elle cherche une scène qui n'a pas été difficile. Ah, c'est bien. Non, non, mais il y a eu plein de scènes qui ont été difficiles. Après, à un moment donné, quand j'étais lancée dans le tournage, j'essayais de pas trop me poser de questions. Ok. Après, même, on se rend pas compte, mais par exemple, de crier. Dans la vie, on crie jamais. Mm. J'essayais même de m'entraîner que dans ma chambre et j'y arrivais pas. Et que, je sais pas, il y a eu une espèce de libération sur le tournage. Une scène spécialement difficile. Non, enfin, bizarrement, il y en a eu plusieurs, mais je les ai aimés. Enfin, j'ai aimé le faire, même si c'était difficile. Donc, Moi, il y a 2 scènes qui m'ont impressionné, dans lesquelles a joué Eugénie, pardon. Et ce qui m'a impressionné, c'est que pour moi, ça devait être hyper compliqué et elle a pris cette scène-là d'une manière. La première, c'est le premier jour de tournage, je pense. Un acteur, donc il y a une scène de viol quand même dans le film. Il y a une tentative de viol dans une voiture. Un mec se permet d'essayer de violer une paraplégique. Donc, le film est interdit aux moins de 12 ans, donc il y a des raisons. Pas juste parce qu'il y a du sang et des gorges ouvertes, il y a aussi une part. Par moment, on n'a pas besoin du monstre pour que le film soit monstrueux. L'acteur qui devait jouer ce personnage-là est tombé malade. Il a fallu le remplacer la veille. Eugénie s'est retrouvée face à un acteur qu'elle n'avait jamais rencontré pour le premier jour de tournage avec OK, bonjour. Lui n'avait même pas quasi pas fait de casting. Ce sont donc 2 étrangers qui font le même métier, mais un peu étrangers, qui se retrouvent dans une voiture avec une scène de viol. Je me suis dit, putain, ces acteurs sont formidables. J'ai eu le flair de choisir cette comédienne qui est merveilleuse et j'ai eu la chance de tomber sur le comédien Nicolas qui est venu. Voilà. oui, parce qu'en fait, je pense que même cette scène pour Cyril, Cyril, pardon, qui, Cyril. Virginie, Nicolas, Cyril, allez, plop, qui, qui était là, je pense que c'était plus difficile pour lui d'avoir à jouer cette scène. Et donc, je ne sais pas, naturellement, je pense que tous les deux, on n'avait pas envie d'y passer la nuit. Et donc, je lui ai dit, bon, allez, tu peux y aller. Et je crois que du coup, ça l'a complètement rassurée parce que je le sentais stressée de faire cette scène, peut-être plus que moi. Voilà. Oui, et puis c'est compliqué, hein, on en parlait un peu tout à l'heure. Il y a aussi des périodes avec des hashtags de tous les côtés, hashtag balance ton porc et des machins comme ça. Donc, bonjour, on se rencontre, scène de viol, c'est compliqué par moment le cinéma. Et la deuxième scène qui m'a un peu, même où elle m'a vraiment troué le cul, c'est se retrouver en maillot de bain dans un canal qui n'était pas l'eau la plus propre qu'on puisse trouver en Belgique et pas la plus chaude non plus au mois d'octobre. Et va-t'en que je te laisse dedans et que tu fais des allers-retours entre le milieu du canal et la rive, pendant que les ambulanciers sont en train de quasi réanimer un acteur de sexe masculin qui fait de l'hypothermie parce qu'il y a juste mis ses pieds, alors que j'ai une comédienne qui y met toute sa tête. Et là, je me suis dit, nom de Dieu, je tourne avec Lara Croft. C'est Lara Croft, c'est même plus une comédienne, c'est un personnage à ce moment-là. Et donc, tu me dis qu'elle ne elle n'a même pas répertorié cette scène dans les scènes difficiles. Quoi. Pour elle, c'était tranquille. Mais donc, je rappelle que j'ai un comédien qui a été dans l'eau jusqu'à la taille. Il bougeait moins que Génie, bien sûr, mais les ambulanciers ont pris sa température et ont dit on ne tourne plus avec monsieur parce qu'il est en hypothermie, ça ne va plus. Et pendant ce temps-là, on a mis Eugénie dans l'eau pendant une bonne heure, quoi. Et son hypothermie à elle, on s'en foutait. Patrick, en cette période difficile, est-il difficile de trouver des fonds pour réaliser un tel film? Je sais que je dois remercier souvent mes producteurs et mes distributeurs d'avoir cru au film jusqu'au bout, parce que l'écueil n'a pas été seulement de trouver les fonds, c'est une fois que le film a été fait, c'est de croire qu'on pouvait, que ce n'est pas grave que les cinémas ferment en décembre 2020, il y aura un autre mois de décembre en 2021, parce que c'était compliqué. Le film est un film de Noël, c'est difficile de le sortir à Pâques quand les cinémas ont réellement ouvert. Les producteurs, les distributeurs, tout le monde a résisté aux sirènes qui ont chanté sur les plateformes numériques, genre nous avons un cinéma qui s'appelle Netflix, ou nous avons un cinéma qui s'appelle Prime Video ou autre chose. Il faut savoir qu'il y a des partenaires dans le film qui sont aussi des plateformes numériques, qui eux auraient été ravis d'avoir le film un peu plus vite que prévu sans passer par les salles, et ils ont tenu bon. Donc au-delà de trouver des fonds, ce qui n'est pas simple, il a aussi fallu continuer à croire aux films auxquels on avait déjà cru, et tout faisait
farine au moulin de c'est fini, il ne sortira plus en salle. Eh ben, on peut être très très fier, enfin très heureux et très reconnaissant envers toutes ces personnes qui ont mis de l'argent dedans et qui ont refusé qu'on le dépense autrement qu'avec une diffusion dans les salles. Donc c'est important de le voir en salle. En général, à la fin d'année est synonyme de fête de Noël. Cette thématique a été reprise dans plusieurs films d'horreur classiques comme les Gremlins, Krampus, Black Christmas, Silent Night. Quel a été votre déclic pour vous orienter vers un calendrier de l'Avent plutôt que vers un film d'horreur sur Noël, justement? L'objet. J'aime les films d'horreur avec des objets mythiques, des objets sacrés confiés à des humains, des objets extraordinaires confiés à des personnes ordinaires. J'aime le jeu de Jumanji, j'aime le carré dans Hellraiser, le cube, j'aime les objets, à part la baguette magique d'Harry Potter. Mais j'aime bien les objets et donc une fois que m'a sauté aux yeux cette idée de calendrier, je me suis dit je tiens un bon objet, un objet qui chapitre le film en 24 petits feuilletons, voilà. Et les films que tu as cités sont effectivement des films de… Et pardon, et au-delà de ça, d'ailleurs, en parlant de l'objet, le calendrier, moi, en tant que comédienne, dès que je l'ai eu dans les mains, il y a eu quelque chose où, je sais pas, qui était assez magique, en fait. Rien que l'objet, dans le bois massif et tout d'un coup, comme une enfant, où je me suis retrouvée là à le regarder et j'y étais tout de suite, quoi. Enfin, voilà, la déco a fait un travail de Oui, dingue. c'est un personnage. Hein, Voilà, bah, c'est lui d'ailleurs le principe. C'est lui d'ailleurs, il faudrait qu'on l'ait entre nous deux là. tout à fait. Il faudrait qu'il soit au milieu de nous. Ben, on peut être fier de cet objet comme la bagnole dans Christine. Donc, on tenait à un objet. Et c'est vrai, tous les films avaient été… Donc, les films que tu as cités sont des films de Noël qui se barrent en couille, on va dire, des Noëls plus sanglants. Tout à fait. Et ce n'était pas une tradition dans le cinéma français, sauf qu'il y avait quand même une expérience qui était le 3615 Code Père Noël, qui était quand même une expérience que je trouvais assez réussie. C'était un film qui m'avait bien marqué quand même. Et sans vouloir rendre hommage à ce film-là, je pense quand même que Noël est une période propice à raconter des histoires qui ne sont pas que des fairy tales pour enfants. Il y a d'autres enfants qu'on appelle des adultes et qui adorent qu'on leur raconte une histoire de « Il était une fois de l'horreur » à Noël. C'est ça que j'ai voulu faire. Eugénie, sans trop en dire, quel effet cela fait de se vous transformer en véritable tueuse dans ce film pour pouvoir réussir à rester en vie? Comment, pardon? Sans trop en dire sur le film, quel effet cela vous fait de vous transformer en véritable tueuse pour réussir à survivre? Ça te fait quoi d'être devenue une tueuse? Ah, bah, voilà, c'est ça, hein, pendant tout le long du film, je suis devenue complètement accro, hein, je devenais obsédée moi aussi, enfin Eva, la comédienne, c'était un peu mélangé, avec cette idée, donc de ressentir et avoir et c'est surtout pour moi en tant que comédienne d'avoir cette chance d'avoir une évolution, enfin très importante dans le scénario, quoi. C'est, ouais, je réponds à la question là? Ouais, parfait. Patrick, votre film emprunte autant au roman La patte du singe de W. Jacobs que du mythe de Faust. Quelles ont été les principales inspirations littéraires, voire films, pour réaliser celui-ci? On sent notamment dans votre film une véritable influence américaine, que cela soit l'œuvre de Stephen King, je suis un grand fan de Stephen King depuis très longtemps, ou des classiques comme d'horreur, comme Evil Dead, Silent Hill. Aussi, il y a un personnage fort et il y a un monde angoissant tout autour. Il y a une vraie reconstitution. Je les ai tous vus déjà, donc sans les copier, je suis habité, même sans m'en inspirer. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il y a autant de références dans ce film? C'est parce qu'il y a beaucoup de fenêtres aussi. Et pour éviter que chaque fenêtre ne soit juste qu'un bonbon tueur qui ferait que le personnage principal l'avale, prenne un couteau et égorge quelqu'un, il fallait quand même sortir un tout petit peu d'une routine gore. Il y a des différences d'effets dans ces bonbons. Certains sont franchement horreur, enfin entraînent une réaction sanglante, d'autres entraînent des réactions plus métaphysiques, on parle de Faust, d'autres des réactions plus fantastiques, on parle de Stephen King, et même à un moment donné, vers la fin du film, il y a d'autres citations que je pourrais faire, d'autres références qui seraient plus de Christopher Nolan, où je peux parler de cette scène où elle rentre dans sa salle de bain et elle voit à travers le miroir la scène qui s'est passée la veille dans son salon, on est presque dans Interstellar. Et ça, c'était une conséquence du fait que je ne voulais pas que les spectateurs s'ennuient ou aient le sentiment d'une monotonie de 24 bonbons avec 24 cadavres. Il fallait changer les styles. Il y a même de la comédie romantique, il y a des bonbons qui sont des purs cœurs rouges que l'on prend et qui fait que l'on tombe amoureux ou que quelqu'un tombe amoureux. Donc, on va un petit peu dans tous les sens parce que ce calendrier de l'Avent, ce film, le calendrier, est un vrai calendrier de l'Avent. Chaque fenêtre est différente.
c'est la boîte de chocolat de Forrest Gump. Ça n'a pas tous le même goût et les scènes que l'on a filmées sont toutes un peu différentes. Et Cool. je peux encore en citer d'autres de références, mais voilà, les essentiels ont été cités. Et puis on peut aussi même citer l'Exorciste, puisqu'il y a une partie quand même un peu biblique et christique dans le calendrier. C'est pas pour rien que le petit Jésus est un peu présent. Voilà, j'aime tous ces films. J'aime tous ces films. Concernant la créature très réussie de ce film, quel effet cela fait Eugénie de se retrouver face à celle-ci? Quant à vous, pouvez-vous nous parler de votre collaboration avec le maquilleur, maquettiste et spécialiste des effets spéciaux Lionel Lay? Ça fait quoi? Donc commence par toi, Dante. Oui, donc avec Ish, Ouais, avec le Ish. Ouais, comédien par rapport à la créature. Oui, la créature, c'est pas moi. qui a fait un travail qui est quand même très impressionnant. C'est ce Tout qu'il à a fait, oui. fait. Oui. Donc, il y a des par moments, j'y croyais. Enfin, moi, de toute façon, j'ai tout vécu. J'y croyais vraiment. Et au final, c'est pareil. Est-ce que ça, on peut dire Tu que peux. c'est un monstre et donc le maquillage et les effets spéciaux étaient très, très réussis. J'étais impressionnée de voir le travail et d'être face à ce monstre, mais à la fois, il y a une certaine bienveillance qui se dégageait de lui. Et sans parler, sans communiquer, il y a quelque chose qui s'est créé entre nous. Et oui, c'est vrai, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, oh là là. Voilà. Il y a un truc impressionnant avec les costumes, et en l'occurrence, là, c'est un fameux costume. Moi, je sais que, par exemple, sur certains tournages, comme comédien, quand il y a des figurants, donc même pas des acteurs, des gens qu'on ne connaît pas, qui jouent des flics, qui ont un costume de flic, on les approche un peu différemment. On se demande si c'est un vrai flic ou pas. Donc, il y a quelque chose. Le costume nous impressionne un peu. Alors, je peux vous dire, quand on a sur le plateau un monstre, un mec maquillé, et qui fait qu'il a une prothèse en bouche, qui fait que l'on voit son intérieur et qui fait qu'il bave parce qu'il n'arrive pas à déglutir correctement, il y a quelque chose entre, c'est gênant, ça fait peur, c'était un truc un peu particulier. La présence de Fabien qui joue le monstre, Ish, sur le plateau, oui, c'est quelque chose d'un peu glaçant. On sait aussi qu'il y avait plus de 10 heures de maquillage, et là je réponds à la question qui m'a été posée. Lionel Lay, prothésiste, c'est pas un mec, c'est pas n'importe qui, Lionel. Ça travaille quand même aussi sur de la production américaine. Il est fort demandé. C'est un artiste, c'est même un maestro. Cette créature est pour moi une forme de chef-d'œuvre du 7e art. J'ai pas de mal à le dire. Parce que non, c'est pas qu'on a dû se battre pour la mettre à l'écran, mais on nous a dit faites attention quand même. Vous êtes sûr qu'elle ne va pas être ridicule? On est quand même dans du cinéma français, ne nous mêlons pas de ce que font les Américains, on n'est pas capable de faire… c'est un peu ça l'idée aussi derrière. N'en montrons pas trop parce que si on est nul, on va se moquer. Et or, il n'y a aucune raison de nous moquer. Parce qu'elle est vraiment… Et je te remercie encore une fois parce qu'après le son, tu mets quand même le point aussi sur une créature. On peut en être fier dans le cinéma francophone d'avoir mis… Et on l'utilise avec parcimonie. Il est à l'écran 1 minute et demie à tout casser sur 1h40 de film. Mais il vient au bon moment. Et avec Lionel Lay, je lui ai inventé l'histoire de ce personnage-là. Donc, ça peut faire l'objet d'un autre film, des préquels si on veut. Il a une vraie histoire. Et pour la résumer, c'est un pasteur de l'armée allemande qui s'est pris dans les tranchées en 1918, un éclat d'obus dans le visage. Il en a perdu une moitié de visage, il a été scarifié sur le corps. Et quelque temps avant sa mort, juste là, sur son lit d'hôpital, une entité divine ou maléfique est venue lui proposer de vivre, mais à travers le calendrier, dans son calendrier. Et il a accepté. Donc, il s'est retrouvé enfermé dans ce calendrier qu'il hante chaque année en créant des miracles pour celui qui en a besoin. Donc, depuis 1918, tous les ans, une personne reçoit ce calendrier et il passe de main en main. Et en 2020, ça a été Eugénie à travers son personnage Eva qui a reçu le calendrier. Mais on voit aussi qu'une année avant, en 2019, c'était un Allemand aveugle qui avait reçu ce calendrier. Et on anticipe déjà la suite en montrant que l'année qui suit, c'est un Italien, visiblement, qui a reçu le calendrier. Donc le calendrier, cet objet extraordinaire, est confié à des gens ordinaires souffrant d'un handicap. Pas nécessairement physique, ils peuvent aussi avoir un handicap émotionnel, et le calendrier leur propose un miracle le 24. C'est un petit peu ça que ça raconte. Et donc, Lionel Lay, sur base de cette histoire que je lui ai racontée, a créé une créature dont, si on la regarde bien,
une partie du visage est cachée par une espèce de plaque de métal qui est en fait le reste d'un masque à gaz de l'armée allemande. Il est habillé avec une soutane de curé qu'il devait probablement porter dans les tranchées. C'était peut-être pas la bonne idée pour aller dans les tranchées, mais en tout cas, il a une soutane. Et il porte des bottes en cuir qui sont des bottes de l'armée allemande de 1914. Donc, on a poussé le bouchon assez loin dans la backstory de ce personnage. Parce qu'il y a un folklore autour du calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent a été inventé en Allemagne, etc. C'est pas pour rien qu'il a été ramené par sa copine du marché de Noël de Munich, etc. Donc, on s'est renseigné, on ne raconte pas que des conneries dans ce film, même si c'est un grand film sur une histoire qui n'existe pas. Patrick, comment te situes-tu par rapport au cinéma d'horreur actuel? Est-ce que tu te sens dans une certaine influence, peut-être, un courant, peut-être? Je ne dirais pas que j'ai une influence parce que tout est à créer, je pense, en langue française. Donc, Tout à fait. il y a comme s'il y avait une porte qui s'était ouverte et j'ai envie de m'y engouffrer. Je suis pas un réalisateur affamé. Je ne suis pas à mon 12e film, c'est mon 2e film seulement. J'aimerais pouvoir refaire un film de genre parce qu'il y a de la place pour le film de genre en langue française. C'est décomplexé maintenant et c'est une très, très bonne chose. Donc, je ne suis pas influencé, je suis juste désireux d'en faire. Le calendrier sort enfin en France le 1er décembre et aux États-Unis sur la plateforme Shudder le 2 décembre. Est-ce que tu t'attendais à un tel accueil international? Non, là, on est un peu sur le cul. C'est la même joie de savoir qu'il va quand même aussi sortir en salle en France Oui, et que les Américains veuillent le film. normal, il est excellent. On est très... Ah ben oui, on en est super fiers. Non, on ne s'attendait pas à ça. Hein. Alors là, toi, tu t'y attendais, toi? Non, pas du Non. tout. Mon avant-dernière question, peut-on espérer, comme beaucoup de films d'horreur, une suite, voire, comme tu disais tout à l'heure, une préquelle pour ton film? J'adorerais ça. Mais tout ça maintenant va dépendre des gens dont tu t'occupes, à savoir les spectateurs. Et c'est sûr que faire 400 000 entrées et faire 8 000 entrées, ce n'est pas la même chose. Donc, le film, maintenant, les producteurs n'ont pas besoin d'attendre la sortie pour savoir si le film est bien ou pas bien. Il est là, il existe, ils peuvent le juger. Maintenant, est-ce qu'il y a une place? Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce que le public voudrait d'une suite? Tout ça, maintenant, ça appartient à d'autres personnes que nous. Et ma dernière question, pouvez-vous nous parler de vos projets en cours? Donc moi, mes projets, je vais jouer dans une série qui s'appelle Paris Police 1900. Voilà, j'avais déjà fait la saison 1. Et voilà, et la saison 2 va être tournée à partir du mois de janvier. Voilà. Et toi, Alors Patrick? moi, non, j'ai pas de projet en cours, j'ai pas besoin. Il faut savoir que j'avais pris des actions chez Pfizer, AstraZeneca et Moderna, donc pour l'instant ça va bien pour moi. C'est une belle période, je vais pas bouger. Là, j'ai aucun projet, j'attends vraiment avec impatience la sortie du film. Je me laisse bercer par. C'est très agréable l'interview que j'ai avec toi là maintenant parce que ça faisait. Ça faisait 1 an qu'on avait aussi des doutes. On sait que ce film existe, la sortie existe et j'ai envie de penser à rien d'autre pour le moment. C'est que ça. Et puis après, on verra bien ce que je ferai en 2022, mais j'ai pas de projet concret, j'ai pas de tournage, rien écrit, j'ai rien. Voilà. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup, Eugénie. Ce fut très sympathique de discuter avec vous. Passez une très Merci. bonne soirée. À bientôt. Salut. Merci Au Boris. revoir. Salut Boris. Merci.